Avertissement, l'épisode d'aujourd'hui parle de sujets sensibles, notamment de viol et de pédopornographie. Nous tenions à vous en avertir. Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur Pornhub has more visitors than Netflix or Amazon, with reportedly over 3 billion monthly users. But recent allegations claim Pornhub may be profiting from footage of sexual assault, revenge porn, and sex tapes obtained without consent from those involved. des histoires étranges de l'ère numérique. Aujourd'hui, la pornographie n'a jamais été autant populaire et accessible. La preuve, une recherche Internet sur 5 est en lien avec le sujet. Malheureusement, sur ces plateformes pour adultes, plusieurs vidéos se retrouvent sur des sites sans le consentement des participants. Pornhub, le plus populaire d'entre tous, s'est retrouvé dans la tourmente après des dénonciations l'accusant d'héberger des vidéos pédopornographiques, même des viols. Aujourd'hui, on braque les projecteurs sur un côté sombre de cette industrie qui passe souvent sous silence. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'aujourd'hui, on a une belle bière qu'on connaissait pas, en fait, qui nous a été offerte pour passer au travers de cet épisode-là. On boit la Pomolift de Canton Brasse. Oh. Ça, c'est une microbrasserie qui vient de la région de Harford, au Québec. C'est une session New England IPA à 4% d'alcool, donc très intéressant. Généralement, Oui. c'est plus alcoolisé que ça, une NE IPA. Oui. Et c'est une gracieuseté de Annie Provencher, donc qui est une auditrice qui nous l'a amené au Salon du Livre de Montréal. Donc c'est toujours le fun de quitter le salon avec une petite bouteille d'alcool là, en secret dans son sac. Oui. Aussi, on a un shout-out 5 étoiles particulier, je crois, Seb, aujourd'hui. Oui, on voudrait premièrement envoyer un shout-out à tous les distordus qui nous écoutent, qui ont une déficience visuelle. Oui. Puis même, Émile, toi, tu as un témoignage à nous dire. Tu en as rencontré un de nos auditeurs. Oui, tout à fait. Ben en fait, on sait qu'il y en a quelques-uns des gens qui nous écoutent avec une déficience visuelle. Il y a un de nos auditeurs qui est venu nous voir au Salon du Livre justement pour faire un petit témoignage à ce sujet-là. J'ai trouvé ça très intéressant parce que le podcast et même les livres audio, c'est un peu une littérature audio. Donc on sait que vous êtes quelques-uns. Donc on vous donne un gros shout-out pour votre soutien. Oui, merci. Encore une fois, on vous rappelle que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance et nos after-shows, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/distorsion. Donc, vous le savez, l'ensemble des forfaits. Et même encore, après cet épisode, on va avoir un after-show où on va couvrir un élément supplémentaire. Du cas d'aujourd'hui, même, on va couvrir la régulation de la porno en ligne. Est-ce vraiment possible? Yes. Puis aussi, oubliez pas que pour nos membres, oui, monsieur, sur Patreon, il va y avoir un épisode secret juste à vous en fin de saison. Donc, je pense que c'est une raison assez puissante pour vous abonner. Oh oui. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire d'aujourd'hui? Oui, madame. C'est parti. Émile, dans les débuts d'Internet, la porno en ligne là, n'était vraiment pas comme aujourd'hui. Non, c'est clair. On s'entend, là, fin des années 90 et tout ça, c'était plus, disons, l'ancienne chasse gardée qui produisait de la porno pour la télévision, les DVD. Ben, à cette époque-là, il n'y avait pas de DVD encore, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Et eux, ils mettaient ça en ligne sur le web. Il y avait pas, il y avait des vidéos amateurs et tout ça là, qui se jumelaient à ça, là, des couples consentants qui voulaient déposer... disons, leurs ébats en ligne. Mais il n'y avait pas de gros YouTube de la porno là, comme aujourd'hui. Là. Non, il y avait une grosse scène torrent, si je peux dire aussi. Oui, exactement. Oui, la porno se prenait beaucoup, même avant les torrents, là, sur toutes les casas de ce monde, là, justement, le peer-to-peer. Ça tu as raison. Mais il n'y avait pas de plateforme où on pouvait vraiment déposer au grand public n'importe quelle vidéo de type pornographique. On s'entend, là.
Et ça a beaucoup changé avec l'arrivée de Pornhub, hein, parce que, et les autres, là, Xvideos et toute la gang, parce que ça l'a amené justement avec l'avenue des téléphones intelligents, donc des caméras accessibles à un peu tout le monde, ça a donné des outils à des gens malveillants pour aller déposer des vidéos de personnes non consentantes qui se font soit souvent agresser, violer ou forcer de faire ça, de se faire filmer. Et par la suite, ces vidéos-là se retrouvent sur le web. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que même si ces plateformes-là, en fait, il y a un gros monde de la pornographie qui est professionnel, vraiment où il y a des règles très strictes et où j'ose croire que les acteurs, les actrices sont bien payés et tout ça, qui sont consentants. Mais il y a aussi des trafiquants sexuels qui ont investi ces plateformes-là. Même OnlyFans, des plateformes comme ça. Donc, il y a une forme de prostitution qui se fait là-dessus. Il y a une forme aussi d'esclavagisme aussi, d'une certaine façon. Qui se fait là-dessus. Donc, c'est un peu dans cette direction-là qu'on va aller aujourd'hui parce que le monde de la porno a été énormément ébranlé dans les dernières années. Il y a eu des grosses révélations, des gros scandales, notamment autour de Pornhub, plusieurs même. Et puis, aujourd'hui, on a 2 histoires dont on va traiter autour de ce sujet-là. Là, vraiment un peu le côté sombre et le côté un peu dirty de la porno. Là. Donc, un sujet qui peut parfois être très délicat. On sait aussi qu'on a des travailleurs du sexe dans nos auditeurs aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des témoignages, si vous avez des commentaires à nous faire sur le sujet, si vous voulez nous éduquer même, écrivez-nous et puis ça va nous faire plaisir d'échanger un peu avec vous sur votre réalité. Ah oui, absolument, parce que l'enjeu aujourd'hui, on n'a absolument rien contre la porno, c'est vraiment le dépôt de vidéos sans consentement. Là. Oui. Puis vous allez voir, c'est horrible ce que ces femmes-là ont vécu parce que dans les cas qui ont été dénoncés ou dans toutes les poursuites, il n'y a pas d'hommes. Donc, c'est pour ça qu'on parle que de cas féminins. Mais c'est des vies, encore une fois, brisées à jamais. Là. Tout à fait. Puis avant de commencer, je cite le journaliste Nicolas Christophe, parce que c'est lui qui a eu le courage de dévoiler cette histoire-là de Pornhub au grand jour le 4 décembre 2020 avec son article « The Children of Pornhub ». Et je le cite avant de commencer. « Le monde a souvent été inconscient des abus sexuels sur les enfants de l'Église catholique en allant jusqu'aux scouts. Trop tard, nous poursuivons des individus comme Jeffrey Epstein ou R. Kelly. Mais nous devons également nous opposer aux entreprises qui exploitent systématiquement les enfants. Avec Pornhub, nous avons Jeffrey Epstein fois 1000. » Ah oui, c'est pas rien. Hein? Oui, et puis c'est pour ça que je voulais vous mettre ça d'entrée de jeu parce que je la trouvais frappante, cette citation-là tirée de son article. Tout à fait. Puis c'est grâce à lui qu'il a fait quand même une grande enquête, qui a rencontré plusieurs victimes, et qui a mis ça au grand jour. Ben, lançons-nous dans ce cas-là, Seb, quand t'es prêt. Nous sommes en 2020 à Bakersfield, située au sud de la Californie. C'est une ville de moins de 350 000 habitants. Serena Key Fleets, 19 ans, vit maintenant dans sa voiture avec ses 3 chiens. Sa vie a complètement basculé à cause d'une erreur de jeunesse. À 13 ans, Serena était en secondaire 2 et était une étudiante très douée à l'école publique de Bakersfield. À cette époque, pas si lointaine, elle n'avait même pas l'Internet à la maison et demeurait dans un quartier rural près des montagnes où en fait l'électricité se rendait à peine. Elle développa alors un béguin pour un garçon de son école d'1 an son aîné. C'était la première fois qu'elle avait un copain. Rapidement, il lui demanda de faire une vidéo d'elle nue. Elle lui envoya. Elle l'ignorait, mais après avoir appuyé sur « Envoyer », sans le savoir, sa vie venait de basculer. Ouais, excuse-moi, je vais prendre mon... Heureux de ce cadeau, il en demanda une autre, puis une autre. Elle était toujours hésitante et nerveuse à le faire, mais en même temps, ce qui la motivait, c'est qu'elle était flattée qu'un garçon s'intéresse à elle. Et elle lui faisait confiance. Étrangement, au fil des vidéos et des semaines, elle commençait à sentir des regards étranges à l'école. Oh. Ce qu'elle ignorait, c'est que son copain avait partagé ses vidéos intimes avec d'autres garçons de son école et quelqu'un les avait mises en ligne, sur Pornhub. Une des vidéos d'elle, nue, s'intitule « Brunette de 13 ans ».
Le monde de Serena a alors implosé. Sa vie devient un calvaire. Imaginez, là, vos collègues de classe ou de travail tombent sur une vidéo osée de vous là, sur Pornhub. Comme adulte, là, imagine, là, c'est insupportable. Mais, mais quand tu es une enfant de 13-14 ans, ça doit être insupportable à vivre. Elle est alors victime de moqueries, sans parler de son nouveau surnom, salope. Pauvre Serena, sérieux, là. Elle est également victime de sextorsion. Les gens lui envoyaient des textos lui disant que si elle ne leur envoyait pas d'autres vidéos, ben crime, il allait envoyer les vidéos à sa mère pour la menacer. Exactement le mécanisme de sextorsion. C'est veg, là, parce que là, c'est rendu des inconnus qui la menacent de cette vidéo-là. Je suis un peu émotif, là, parce que moi, cette histoire-là, ça me chamboule. Oui, ça rappelle même Amanda Todd. Exactement. Ça rappelle plusieurs cas de cyberprédateurs. Puis, on se demande toujours qu'est-ce qu'on ferait dans ce temps-là. Tu sais, étant adulte maintenant, on dirait que si ça m'arrivait, je dirais, coudonc, tu sais, fuck you, publiez-le pareil, insultez-moi, puis les gens vont penser à autre chose un bout de temps. Ouais. Mais quand t'es ado, comme tu dis, c'est tout ton petit monde là, qui vient d'être chambardé. Puis c'est ça, puis... Tu sais, Émile, c'est pas un phénomène qu'on a vécu, nous, jeunes, hein, parce que quand on était au secondaire, on n'avait pas de téléphone intelligent, personne ne pouvait vraiment nous demander de nous prendre en photo nue, on ne pouvait pas faire vraiment de vidéo nue, disons, c'était moins possible de le faire, fait qu'on n'a pas vécu ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, là, les jeunes, ça doit être l'enfer, tout ça, puis il faut vraiment les prévenir de pas faire de contenu comme ça, parce que l'humain est tellement imprévisible, tu ne sais jamais quand ça peut se retourner contre toi. Vous allez voir, je vais vous le répéter souvent au cours de l'épisode. Là. L'école a été avisée, évidemment, là, de la vidéo et son copain a été suspendu. Mais c'est à peu près la seule conséquence qu'il y a eu de toute cette histoire-là. Mais Serena a commencé à sécher les cours parce qu'elle ne pouvait plus supporter d'être le centre de l'attention. Ne réussissant pas via sa propre identité, elle s'est créé un profil numérique pour se faire passer pour sa mère, demandant à Pornhub de retirer la fameuse vidéo. La plateforme a mis plusieurs semaines à s'exécuter, laissant largement le temps de la plateforme, à la vidéo en fait, d'être diffusée sur la plateforme. Serena a changé d'école, cependant le mal était fait et des rumeurs sont parvenues à sa nouvelle école, comme avec Amanda Todd. Hein? Oui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle a changé d'école plusieurs fois. C'est comme un virus. Ça les suit sans arrêt. Et les vidéos ont été téléchargées à nouveau sur Pornhub et sur d'autres sites web. Le problème à l'époque, là, c'est que l'on pouvait télécharger la plupart du contenu fourni par les utilisateurs anonymes. Donc, même si Pornhub retirait du contenu, les chances étaient fortes que, dans le fond, quelqu'un l'ait déjà téléchargé sur son ordi et allait le remettre. Les choses ont changé depuis, on en reparle plus tard. Le climat était tendu à la maison. Serena se disputait régulièrement avec sa mère et elle a malheureusement commencé à s'automutiler. Elle a même tenté l'irréparable avec des médicaments. 3 jours plus tard, elle s'est réveillée à l'hôpital, frustrée d'être encore en vie. Ensuite, elle s'est pendue dans la salle de bain. Sa petite sœur l'a trouvée et les médecins l'ont réanimée. Oh, une chance qu'ils sont arrivés à temps. Ah, c'est incroyable. Pauvre elle. Alors que la situation de Serena se détériorait, un ami lui fait découvrir les méthamphétamines et les opioïdes. Et elle est devenue dépendante de ces 2 drogues. Juste pour ajouter à son malheur. Elle a abandonné l'école et est devenue une sans-abri. À 16 ans, elle s'est mise à vendre des photos et des vidéos d'elle nues sur Craigslist. C'était un moyen de gagner un peu d'argent et peut-être aussi une façon de se punir, si on interprète cette phrase qu'elle a dite qui brise le cœur. « Je ne vaux plus rien parce que tout le monde a déjà vu mon corps. » Ces nouvelles vidéos ont également abouti sur Pornhub. La famille Fleets demandait qu'elles soient retirées. Elle l'était généralement, mais elle l'était ensuite retéléchargée à nouveau. Une vidéo d'elle nue à 14 ans a été visionnée 400 000 fois, ce qui lui faisait craindre de postuler pour des emplois dans la restauration rapide, de peur que quelqu'un ne la reconnaisse. Ah oui, rendu à ce stade-là. Ah oui, exact. Tu sais, moi, je suis toujours fasciné, par contre, de la viralité des vidéos porno amateurs. Il me semble qu'on ne s'en voit pas ça. Mais j'avoue que si je tombais
sur quelqu'un que je connais quand je suis jeune. Tu sais, on dirait que moi, c'est ça aussi qui me... C'est ça, c'est cet effet d'éclair, là. Ça se répand, là. Je trouve ça... je comprends pas, en fait. Ici, les parents et futurs parents, là, donc tout le monde, là, je vous le redis, dites à vos enfants et à vous-même peut-être de ne pas envoyer des nudes, là, des photos, vidéos nues à personne. Une fois que c'est ailleurs, ce n'est plus entre vos mains. Dites-vous toujours ça. Même si vous faites confiance à la personne, vous n'êtes pas à l'abri d'un piratage de votre cloud, de votre téléphone ou même celui de votre copain ou copine, ou même d'un revirement de situation. Comme je vous disais en début d'épisode, l'humain est tellement imprévisible. Serena elle-même le reconnaît. Elle n'avait jamais imaginé que ces vidéos pourraient être partagées en ligne. Et je la cite. « C'est une petite chose que j'ai faite en tant qu'adolescente, et c'est fou comment cela s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Une vie entière peut être changée à cause d'une petite erreur. » Avant d'aller plus loin, Émile, parle-nous donc un petit peu plus de Pornhub. Qu'est-ce que c'est exactement Pornhub? Oui, ben écoutez, pour ceux qui sont pas encore allés sur ce site-là, qui est quand même un des plus populaires de tout l'Internet, là, ben en fait, Pornhub, ça ressemble à YouTube dans le sens que il permet aux membres d'y télécharger leurs propres vidéos. Une grande majorité là, des 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site à chaque année impliquent probablement des adultes consentants, mais beaucoup aussi dépeignent des agressions d'enfants et des violences non consenties. Donc, il y a un certain filtrage qui est pas fait, là, qui est vraiment déficient de ce côté-là. Et ils se l'ont fait reprocher assez souvent. Contrairement à YouTube, Pornhub permet de télécharger ses vidéos directement à partir de son site web. Ainsi, même si une vidéo de viol est retirée à la demande des autorités, il est déjà trop tard parce que sans doute des gens qui les ont archivées, ces vidéos-là. YouTube ne le permet pas nativement, cette fonction-là, mais il y a toujours des façons détournées de le faire. Il y a des plugins pour ça. Ben oui, même ce qui est sur YouTube peut se télécharger aussi. Donc, imaginez, sur Pornhub, ils ont la fonction native. Donc, c'est encore plus alarmant. Donc, même que cette vidéo-là est enlevée du site, ben la vidéo continue de vivre parce qu'elle est partagée avec d'autres personnes, les télécharger encore et encore. Il y en a qui vont la partager sur des groupes de discussion et autres. Oui. Le problème ici, c'est pas la pornographie elle-même, mais c'est vraiment le non-consentement. Donc, lorsque ça arrive, eh bien, c'est là que vraiment les règles sont enfreintes, là. De nombreuses vidéos étaient des enregistrements d'agressions sur des femmes et des filles qui étaient inconscientes de tout ce stratagème-là. Oui, il y a beaucoup d'exemples, là, évidemment, qu'on vous parlera pas aujourd'hui, là, mais des histoires, là, incroyable. Là. Même une mère de famille qui a retrouvé sa fille disparue à cause de Pornhub. Elle a trouvé des tonnes de vidéos que sa fille était agressée sexuellement puis était portée disparue. Puis ça, là, il y en a plein de cas comme ça qu'on ne pouvait pas vous parler aujourd'hui, mais c'est dégueulasse. Là. Oui, puis tu sais, on parle beaucoup du dark web. Ces choses-là doivent se retrouver sur le dark web, mais on n'a pas besoin d'aller si loin, en fait, là, pour se rendre compte qu'il y a de l'exploitation qui est faite à ce niveau-là. Là. C'est très, très alarmant. Légalement, en fait, Pornhub, c'est une division de l'entreprise MindGeek, dont les principaux bureaux sont situés à Montréal, mais dont le siège social est au Luxembourg, évidemment. Allô, l'évasion fiscale. Exact. MindGeek possède plus d'une centaine de sites pornographiques, des maisons de production aussi qui sont spécialisées en production de contenu comme ça, puis plusieurs marques aussi correspondantes, parmi lesquelles se retrouvent RedTube, Tube8 et YouPorn aussi, qui est peut-être le deuxième plus populaire. C'est également une compagnie privée qui a été fondée en 2004 et qui est possédée par une poignée d'actionnaires. C'est-à-dire le PDG Feras Antoun, il y a aussi le COO qui est David Tassilo et un mystérieux actionnaire majoritaire, là, Bernd Bergmair. Oui, avant que tu ailles plus loin, là, Bernd Bergmair, là, son nom, là, il n'a jamais été divulgué avant que, justement, Fantas, là, le CEO passe devant la commission. Son nom se retrouve nulle part dans les papiers, ou du moins dans les... et cet homme-là, il y a un podcaster, je pense américain, où il l'a suivi. Okay. Puis il y a un gros mansion, genre... je sais plus où en Europe, qui est des agents de sécurité. Tu sais, c'est incroyable, mais cet homme-là,
il s'en lave les mains. Là. Ben il est complètement à l'abri des regards pendant que les deux autres se tapent toute la pression médiatique. Bref, je referme cette parenthèse. Avec plus de 1400 employés dans le monde, Pornhub possède certaines des marques les plus emblématiques des médias de divertissement pour adultes, avec d'autres bureaux, entre autres, là, à Nicosie, à Londres, à Miami et Los Angeles. Ils ont des revenus annuels récurrents qui varient entre 250 et 460 millions de dollars, là, selon plusieurs sources. Le groupe totaliserait, selon eux, quelques 3,5 milliards de visites à chaque mois. Pornhub a recensé à lui seul 42 milliards de visites en 2019. Donc, il y a de la pub qui se vend là-dessus, là, à fond la caisse. Là. En 2020, les appareils mobiles représentaient 84% de tout le trafic de Pornhub dans le monde. Donc, vraiment, les gens écoutent ça beaucoup sur mobile. 80% de cela provenait des téléphones intelligents qui ont vu leur part croître de 4,7%. Le trafic venant des tablettes a encore été réduit de moins 29% en 2020, tandis que le trafic des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables a aussi été réduit là, à 15% du trafic mondial de Pornhub. Donc, c'est vraiment une plateforme, c'est vraiment écouté sur les plateformes mobiles. Oui, c'est ça qui est drôle, parce que je trouve ça fascinant qu'il y ait eu une diminution de l'écoute sur les tablettes pour vraiment se migrer totalement sur les mobiles. 84%, c'est vraiment beaucoup. Mais je lisais un truc sur la dépendance à la porno. Puis il disait, par exemple, ceux qui écoutent la porno sur leur mobile, souvent à la salle de bain, cachée, ça peut être un signe de dépendance à la porno parce que tu n'es pas capable de trouver un moyen de solitude dans ton environnement, puis tu vas utiliser le cellulaire pour avoir un accès. Ça ne veut pas dire parce que tu écoutes de la porno sur ton cell, mais si tu as tendance à aller te cacher et tout ça, il disait que l'utilisation mobile est souvent un drapeau pour ça. Bien sûr. On plonge maintenant là, dans une autre histoire de combat là, afin de retirer une vidéo d'agression. Je vous raconte ça, là, une autre histoire assez troublante. Là. En 2019, Rachel, qui est une Canadienne de 38 ans, étudiante en travail social, a trouvé par hasard un dossier de photos sur un disque dur d'un ordinateur à la maison qui l'ont mené sur le compte Pornhub de son mari, où elle a fait une découverte surprenante qui allait pour elle aussi là, changer sa vie. Ouais. Sur Pornhub, elle remarque une vidéo où elle se reconnaît. Imaginez-vous ça, là, à 38 ans, vous reconnaissez dans une vidéo. Elle la regarde et ce n'était pas une vidéo du couple en plein ébat consentant. Sur la vidéo, elle était inconsciente, la pauvre Rachel. Elle n'a aucun souvenir de l'acte. Son mari, imaginez-vous donc, l'a agressée durant son sommeil, l'a filmée et l'a mise volontairement sur Pornhub en 2017, 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt. Ah oui, sans lui dire, il faut être culotté, disons. Oui. Donc, sans son consentement, elle s'est retrouvée sur le site web là, avec plusieurs centaines de milliers de vues. Là. Le titre ainsi que des mots-clés accompagnant l'enregistrement d'environ 4 minutes avaient des tags comme « somnifère », ce qui suggère fortement qu'elle était sous l'influence de médicaments. Elle aurait été droguée, là, ou possiblement, là, oui ou non, mais là, si elle s'en rappelle pas, c'est louche. Oui. Lors de sa découverte, la vidéo recensait là, des dizaines de milliers de vues sur Pornhub. Et le lendemain matin, elle est allée voir la police qui a lancé une enquête immédiatement. Quelques jours, la vidéo a disparu toute seule de Pornhub et les mots-clés associés n'ont plus donné aucun résultat. Mais même si cette vidéo a depuis été retirée de Pornhub, elle s'est ensuite propagée sur d'autres sites totalisant environ là, 200 000 vues selon la jeune femme. Donc vraiment, ça s'est multiplié malgré le fait qu'elle a été enlevée. À un certain moment, elle a arrêté de compter les vues là, parce que ça continuait de monter sans arrêt. Sa vidéo engendre au moins là, une dizaine de pages de résultats sur Google. Imagine-tu, une dizaine de pages. Là. Et là, je la cite. « Regarder la vidéo cette nuit-là m'a rendu malade et ce sentiment n'est jamais reparti. » C'est sûr. Et là, depuis, elle souffre de troubles anxieux. Ça n'a pas le choix d'être un peu paranoïaque là, quand ça t'arrive. Là. Elle dit être souvent réveillée la nuit par des crises de panique ou encore des cauchemars. C'est pour elle une sorte de stress permanent qui lui entraîne des nausées et des troubles digestifs là, constamment.
Elle consacre chaque mois un total d'heures qui équivaut à plusieurs journées complètes à tenter de faire retirer l'enregistrement sur le web. Et donc là, c'est un gros combat parce qu'il y a plusieurs plateformes. Là. Il y a 10 pages Google de résultats. Oui, imagine. Elle tente de faire le ménage du mieux qu'elle peut sur Internet, mais même après plus d'1 an, retirer une à une les traces de cet enregistrement-là est un très long combat. Et sa boussole émotive navigue entre résignation et espoir. Donc c'est difficile de garder espoir dans un cas comme ça. Rachel affirme qu'il génère actuellement encore plusieurs centaines de résultats, contre 1900 résultats en janvier 2021. Elle n'a pas l'intention d'abandonner, mais elle se sent seule dans son combat, car il n'y a pas d'organisme que l'on peut appeler dans un cas comme ça. Puis même les ressources policières sont limitées. Non, exact. C'est du cas par cas. Et ce qui est très difficile ici là, pour les victimes de ce type de crime, c'est que justement, les traces numériques reviennent toujours comme un virus. Ouais. Heureusement, son ex-mari, parce que elle l'a laissé, bonne chose, c'est pas un très bon parti. Non. Quelqu'un qui te drogue et puis qui te filme à ton insu. Donc, elle l'a laissé. Puis son mari a été arrêté en juin 2021 et il sera accusé pour agression sexuelle et distribution d'images intimes sans consentement. Mais les images, elles, risquent de demeurer à jamais à quelque part dans les entrailles du web. Ouais. Dorénavant, le terme somnifère n'est plus autorisé par Pornhub. Puis j'espère, je savais même pas que les gens taguaient ça, comme si c'était un kink ou un fantasme de voir des gens inconscients se faire violer. Ah oui, moi aussi. Honnêtement, avant de faire ce cas-là, le monde de la porno ne m'est pas inconnu, mais moi non plus, je pensais pas que les gens faisaient ça. Il y a même une vidéo d'une des plaignantes. On voyait l'homme qui l'agressait. Souvent, dans les vidéos de viol, ils mettent le doigt dans l'œil pour prouver qu'il est inconscient. OK. La grande classe. Oui, en tout cas. Dans la tourmente, depuis l'article du New York Times, le géant de la pornographie a annoncé des nouvelles mesures quand même pour tenter d'être à l'avant-garde. Et là, je le cite, en matière de lutte et d'éradication du contenu illégal. Le 15 décembre 2020, une date qui restera dans les entrailles de l'Internet, s'est déroulée la purge de Pornhub. Et c'est même devenu une entrée dans Urban Dictionary, vous savez, le fameux lexique urbain. The Great Pornhub Purge ou de Fapocalypse. Je vous explique parce que en anglais, se masturber, c'est du fapping, donc fap. Donc, le fapocalypse, donc l'apocalypse du fapping, je vous laisse figurer. Le contenu Pornhub de millions d'utilisateurs a été soudainement et délibérément supprimé par eux dans un dernier recours désespéré pour interdire efficacement la publication de contenus qui sont contraires aux règles ou illégales sur leur plateforme. Parce que c'est vrai que dans leurs règles, c'est pas légal écrit, mais ils ne l'appliquaient pas dans la modération en tant que telle. La purge a causé un grand deuil au sein de la communauté Pornhub, car jusqu'à 80% de son contenu a été supprimé. Parce qu'il faut savoir que oui, il y avait beaucoup de contenu dégueu, mais il y avait aussi du contenu normal parmi ce contenu-là. Dorénavant, seuls les utilisateurs vérifiés, et on met ça en gros guillemets, peuvent publier du contenu et le téléchargement des vidéos est désormais réservé aux utilisateurs qui payent. Donc, tout le contenu passé, mis en ligne de façon anonyme, a été supprimé. Je comprends même pas, moi, pourquoi on peut télécharger ces vidéos-là. Oui, il offrait l'option, je pense que ça va être pour ses archives, pour les archives personnelles. Ou... Non, mais je comprends l'intérêt de quelqu'un qui veut le faire, mais je comprends pas l'intérêt de Pornhub d'avoir une feature comme ça sur le site. De le proposer, oui. Ça devait être pour se distinguer, j'imagine, par rapport à ça. Mais c'est clair dans ce mais type. Même, ça doit faire diminuer les revenus publicitaires. Oui, en fait, je suis sûr qu'aujourd'hui, ils ont plus de visites. En fait, je me pose la question depuis qu'ils ont enlevé ça, parce que tu as raison, si la vidéo, tu ne l'as pas. Ouais. J'ai l'impression qu'à la base, c'était peut-être juste une feature pour compétitionner les autres, parce que les autres le font. Je ne sais pas, c'est une bonne question. En outre, ils se targuent maintenant d'avoir recours à des technologies d'intelligence artificielle qui aident ces modérateurs à détecter les contenus illégaux, y compris ceux qui concernent l'exploitation des enfants, mais ni l'âge, ni le consentement des personnes filmées sont vérifiés. Ça peut être difficile à vérifier, ça. Ils ont été interrogés sur ce point. MindGeek n'a jamais voulu répondre aux journalistes sur cette question-là. Moi, ça me dérange. Il faut aussi noter que depuis 7 ans,
Et encore à ce jour, si vous voulez vous abonner à Pornhub et toutes les filiales, et vous avez une Mastercard ou une Visa, c'est impossible. En fait, toutes les cartes de crédit ont lâché Pornhub. Il est juste possible de payer en crypto-monnaie. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez de la saga OnlyFans qui a eu lieu cet automne où il menaçait de retirer le contenu pornographique. C'était dû à des menaces, justement, des compagnies de cartes de crédit qui ne voulaient plus s'associer à des entreprises qui produisent du contenu de nature pornographique. Mais finalement, ils se sont ravisés. Je pense que l'argent en gagne versus, ils n'ont pas tant de scandales versus Pornhub, mais je suis allé revérifier et encore aujourd'hui, on peut juste payer avec de la crypto-monnaie si on veut s'abonner. Ça aussi, ça a dû leur faire mal quand même. Ben oui, mais moi je trouve que c'est un beau moyen de pression, en fait, d'avoir les compagnies de crédit, les compagnies de cartes de crédit qui disent, écoutez, ben nous, vous pouvez plus payer avec nos moyens, tu sais. Mais on s'entend que, quand on veut le faire, il y a toujours moyen d'y arriver, là. Même en crypto, c'est pas si facile, c'est pas si difficile, d'avoir accès à des crypto-monnaies. Là. Non, exact. Tu prends ton truc de crypto, tu prends ta Visa, ta Mastercard, tu achètes des cryptos, puis même s'il y a plus d'étapes. Mais reste que moi aussi, j'étais content quand même qu'il y ait cette pression-là. Parce que, tu sais, Pornhub en tant que tel, s'ils avaient pris leur responsabilité, en fait, tant qu'ils ne prennent pas leur responsabilité pour vrai, là, et moi, j'évite d'y aller. On dirait par éthique. Parce que je veux pas leur donner des revenus, je veux pas... ça me dérange qu'ils ne prennent pas leur responsabilité. Bref. Retourne au club vidéo, Sam. Oui, avec les portes coulissantes dans le fond. Est-ce que ces mesures auraient vraiment changé la situation de nos deux histoires s'ils avaient été faits avant Émile? C'est assez dur à dire, là. Ah oui. Il reste qu'il est encore possible de récupérer une vidéo sans la télécharger, un peu comme tu le disais tout à l'heure, là, on peut bisouner tout ça à gauche, à droite. Il est aussi possible d'enregistrer depuis son écran d'ordinateur ou même de téléphone, là. Donc, on dirait qu'encore une fois, quand je vous dis, une fois qu'une vidéo est créée, là, c'est impossible de l'enlever, peu importe les mécanismes que ces sites-là vont mettre en place. C'est sûr que s'il y a des règles et des lois sévères qui mènent à l'emprisonnement, je peux te dire que là, ils vont en faire de la modération comme du monde. Bref, sans parler aussi que des sites pour déposer ce type de contenu-là, là, il en existe beaucoup trop. On a encore une autre histoire horrible pour vous, mais cette fois-ci, c'est avec un fournisseur de contenu de Pornhub. Peut-être que vous n'avez déjà entendu parler. C'est une histoire qui fait beaucoup de bruit. Oui, vraiment. Avec le producteur Girls Do Porn. On se retrouve un soir d'hiver en 2015. Jane, c'est son faux nom, quitte le domicile de ses parents où elle séjourne pour la fête de Thanksgiving et se rend dans un hôtel situé dans un quartier populaire de la ville. Jonathan, le recruteur de l'agence de mannequins avec qui elle est en contact depuis plusieurs semaines, l'a retrouvée dans le hall d'entrée. Elle hésitait à s'engager dans un tournage de film pour adultes et elle n'était pas tout à fait sûre de ce que cela allait impliquer. Elle s'imaginait faire un film indépendant avec des scènes sexuelles ou dénudées de plus ou moins bon goût. Quoi qu'il en soit, elle avait besoin d'argent pour aider ses parents et Jonathan l'avait finalement convaincu d'accepter de ne travailler que quelques heures de travail en échange de plusieurs milliers de dollars. Une belle opportunité pour elle. Il se montre très doux en l'accompagnant à l'étage. Jane
entre dans une chambre d'hôtel délabrée où un caméraman l'attend. Une caméra est braquée sur le lit. Une maquilleuse, une femme plus âgée qu'elle, lui demande alors ce qu'elle fait là et comment elle a bien pu se retrouver dans cette situation. C'est le premier moment où elle sentit que quelque chose ne tournait pas rond. Il y en a eu plusieurs de ces moments. Au début, elle croyait que cette intuition était de la nervosité. La maquilleuse est partie. Jonathan lui dit de se déshabiller. Il prend quelques clichés d'elle en disant qu'il les envoie à son patron, puis l'informe que comme elle avait des cicatrices sur la poitrine et de la cellulite sur ses cuisses, son salaire serait réduit de plusieurs milliers de dollars. Ben voyons. Franchement. Plusieurs milliers de dollars. Ben oui, tu sais. Il dit qu'il va la payer plusieurs milliers de dollars, puis il enlève plusieurs milliers de dollars. En panique, celle-ci s'isole dans la salle de bain où elle remarque qu'elle a ses règles. Elle est soulagée. Il allait devoir reporter le rendez-vous, pense-t-elle. Et elle pourrait partir. Quand elle est sortie de la salle de bain, ça s'est pas passé comme elle voulait. Ses vêtements avaient disparu. Elle s'est excusée et leur a expliqué que ce n'était pas le bon jour. Il l'attrapa et l'amena de force dans la salle de bain. Jonathan est devenu très agressif. Il entra alors dans une colère noire. Sa gentillesse et sa douceur du début s'étaient envolées. Jonathan prit alors une petite éponge circulaire et, sans lui demander son avis, écarta ses jambes et l'enfonce dans son vagin aussi loin qu'il le pouvait. Elle est complètement sous le choc et totalement effrayée. Elle abdique donc. Elle était là, nue, dans une chambre d'hôtel, seule, avec ces deux hommes. Elle qui croyait qu'elle allait participer à une production légitime avec une vraie équipe. Pour en rajouter, elle s'est mise à complètement flipper lorsque Jonathan lui révèle à ce moment-là qu'il n'y aura pas d'autre modèle masculin. Elle était là pour faire l'amour avec lui, devant la caméra. La vidéo, selon lui, ne permettrait jamais de remonter jusqu'à elle. La vidéo ne devait prendre que quelques heures. Elle est rentrée à l'hôtel à 9 heures le matin et elle est sortie à 16 heures. Imaginez, c'est pas une... Ah non, c'est des longues heures. Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé dans cette pièce a complètement bouleversé la vie de Jane et la hante depuis. Et ce n'est pas la seule. Elle fait partie des 22 femmes qui ont poursuivi la société de production pornographique frauduleuse Girls Do Porn et obtenu plus de 40 millions de dollars en dédommagement en 2020 et dont les témoignages ont conduit le FBI à inculper les propriétaires et exploitants du site. Jonathan, de son vrai nom, Ruben Henry Garcia, a plaidé coupable de trafic sexuel en décembre 2020. Teddy Guy, le caméraman, a plaidé coupable d'avoir menti à Jane, ainsi qu'à de nombreuses autres femmes quant à la manière dont les vidéos seraient distribuées. Michael Pratt, copropriétaire de la compagnie avec Matthew Wolf, figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI depuis qu'il a vraisemblablement fui le pays. Il faut savoir que de 2009 ou 2012, là, selon certaines versions, à octobre 2019, dans le district sud de la Californie et ailleurs aux États-Unis, Michael James Pratt et d'autres auraient participé à un complot visant à recruter des jeunes femmes adultes et mineures pour se livrer au commerce du sexe par la force, la fraude et la coercition. Pratt et son associé Matthew Wolf possédaient et exploitaient la société de production Girls Do Porn et Girls Do Toy, et c'était un fournisseur de contenu premium pour Pornhub. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous en parler. Mais eux, là, c'est pour ça que c'est une compagnie frauduleuse, parce que de A à Z, tout ce qu'ils ont fait, c'est produire du contenu en mentant aux filles. C'est pour ça qu'ils ont perdu en cours et sont condamnés. Là. Il leur disait que, on va en parler un petit peu plus loin, là, mais que c'était pas vraiment le même genre de distribution qu'ils s'attendaient. Ben non. Michael Pratt et ses complices auraient recruté des jeunes femmes des quatre coins des États-Unis en publiant sur Internet des annonces pour des emplois de mannequins, mais vêtues. Là. Une fois sur place, elles se faisaient plutôt dire que c'était finalement des vidéos à caractère pornographique et qu'elles seraient payées entre 3 000 et 5 000 US pour un tournage vidéo d'une journée. Pour les persuader d'y participer, il aurait convaincu les femmes qu'elles resteraient anonymes et que leurs vidéos seraient fournies aux collectionneurs privés sur DVD et ne seraient pas publiées sur Internet. Mm-hmm. Michael Pratt aurait payé également d'autres jeunes femmes pour agir comme référence, pour rassurer les femmes que s'ils filmaient une vidéo, la vidéo ne serait pas publiée en ligne. Certaines des victimes n'ont pas été autorisées à quitter les lieux du tournage jusqu'à ce que les vidéos soient réalisées
et d'autres auraient été forcées d'accomplir certains actes sexuels qu'elles avaient refusé de faire. Certaines auraient été agressées aussi sexuellement. Le site Girls Do Porn les sites ont généré plus de 17 millions de dollars américains en chiffre d'affaires. Un mandat d'arrêt fédéral a été émis contre lui par le tribunal en novembre 2019. Seules quelques-unes des centaines de femmes filmées par Girls Do Porn entre 2009 et 2020 ont parlé publiquement de ce qu'elles ont enduré. Leurs histoires sont toutes similaires. Elles ont répondu à une annonce pour du mannequinat sur Craigslist qui les invitait à rencontrer des agents dans un hôtel non loin de leur ville natale. La nature pornographique du tournage était généralement omise jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. Lorsque l'équipe de Girls Do Porn révélait le véritable objectif du tournage, elle mentait aux femmes en leur disant que les vidéos ne seraient vendues que dans d'autres pays et ne seraient pas disponibles en ligne, comme on vous disait. C'est assez fou, là. C'était carrément un réseau de trafic sexuel qui opérait au grand jour. Exactement. C'est traumatisant. C'est peut-être le plus gros scandale qui a secoué Pornhub, mais Dieu seul sait combien il y en a, en fait, d'autres compagnies de production comme ça, là. Le site de Girls Do Porn est désormais hors ligne. Ces vidéos ont été pour la majorité retirées de la plateforme et les procès ont abouti à plusieurs condamnations, là, et heureusement. Pourtant, l'histoire de Jane montre comment les crimes commis par la gang de Girls Do Porn continuent de peser sur la vie des victimes. Pendant le procès civil, les avocats de Girls Do Porn ont demandé à Jane et aux autres plaignantes pourquoi elles n'étaient pas parties tout simplement. Vous savez, hein, c'est toujours la question que les avocats de la défense demandent. Si elles étaient si mal à l'aise, pourquoi sont-elles restées dans la chambre d'hôtel? Mais je la cite, « À ce moment-là, quand il a poussé cette chose en moi, là, en faisant référence à l'éponge, je ne sais pas. Comment étais-je censé partir, sachant qu'il était capable de choses comme ça? J'étais là, nu, ils avaient ma carte d'identité, mon portefeuille, mes vêtements. Que pouvais-je faire? Sortir dans la rue sans rien? Pas même mon téléphone? » Puis elle a tout à fait raison. Oui, je trouve que c'est tellement une question cheap. Ah, vraiment. Elle ne sait pas, elle. Il y a peut-être un agent de sécurité, un bodyguard qui l'attend pas loin. Il y a peut-être d'autres gens qui sont là pour l'amener ailleurs, même pour la kidnapper. C'est pas évident de se mettre à la place des victimes dans un cas comme ça. Mais non, ils ont peur pour leur vie. Au moment où ça arrive, là, elles sont plus vulnérables. C'est une femme, généralement, sont moins fortes physiquement. Il y a 2 hommes. Déjà là, il a été super agressif avec elle. Qu'est-ce qu'il peut... Tu sais, jusqu'où il peut aller. Je suis comme toi là-dessus. Les avocats de la défense, souvent, je sais qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de la poser, la question. Ils n'ont pas le choix, mais je trouve ça cochon. Je trouve ça sale, là, bref. Dans la chambre d'hôtel, il s'était empressé de lui faire signer les papiers à Jane, lui assurant à plusieurs reprises qu'aucune image tournée ce jour-là ne serait vue par ses amis et sa famille et que le film serait vendu à des collectionneurs privés en DVD pour des adultes en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ouais, donc, c'était ça, là, ouais. Tout est là pour la rassurer, là, mais bon, on sait que c'est pas exactement ce qui s'est passé. De façon diligente, elle voulait prendre le temps de lire le contrat, tandis qu'eux, impatients, lui reprochaient de leur avoir déjà fait perdre assez de temps. Donc, elle avait la pression sur elle pour accélérer. Ils ont passé les heures suivantes à filmer des rapports sexuels agressifs sans aucune autre communication que la critique de sa performance. À plusieurs reprises, elle demanda qu'on arrête parce que la douleur était trop forte et qu'elle ne pouvait plus continuer. Mais ils ne l'ont pas écouté. Sur un tournage pornographique légitime, les limites sont établies, évidemment, le consentement des participants est vérifié et le processus contractuel est convenu. Donc, toutes les parties concernées déterminent ensemble, en fait, ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ne feront pas. Exact. Et à quel moment une scène doit s'arrêter, que ce soit pour un instant ou pour le reste de la journée. Là. Même dans certains cas, ça va être plus respectueux que ça. Si l'actrice considère que même, je sais pas moi, il n'y a pas assez d'hygiène sur le plateau ou autre, elle peut caller off. Mais là, on parle de tournage beaucoup plus professionnel que ce qu'on a ici, là.
Selon plusieurs autres dirigeants d'entreprises productrices de contenu pour adultes, ces crimes haineux ne sont pas le reflet de l'industrie. Aucune société de production pornographique digne de ce nom ne procède là, comme l'a fait Girls Do Porn. Mais bon, on a vu aussi des documentaires, on sait qu'il y en a qui sont entre les deux, là, qui ont une éthique douteuse. Oui, les acteurs-actrices sont consentants, mais bon... permettez-moi de froncer les sourcils. Là. C'est ça, c'est pas tout le temps. C'est une industrie... Souvent, je trouve que malheureusement, ça finit mal. Oui, ben, c'est con, là, mais il n'y a pas de syndicat, hein, comme sur un plateau de tournage de télé professionnel. On dirait qu'il n'y a personne qui observe, rapporte, puis s'assure qu'il y a un minimum d'éthique là, derrière ça. Donc, c'est encore très flou pour une industrie qui existe depuis tellement longtemps. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui connaissent un peu plus ça, dites-nous-le peut-être dans votre pays. Je ne sais pas s'il y en a des plateaux qui sont mieux organisés ou s'il y en a des standards qui sont en train de se développer à ce niveau-là. J'ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'il y aurait un besoin. Ah oui, mais je sais qu'il y a de la porno de plus en plus, disons, moins hétéronormative, là, disons, d'une vision hétéro, là, plus féminine et tout ça. Je sais que ça existe de plus en plus, là, de la porno éthique. Mais de ce que je remarque, c'est pas mainstream parce qu'il faut la payer souvent, la porno. Évidemment. La porno éthique. Oh, oui. C'est moins trash que... Oui, exactement. Oui, en parlant de trash, je lisais des stats sur la porno, là, puis ça m'a un peu dégoûté. C'est une analyse, là, on s'entend. Là, ils ont analysé des tonnes de vidéos, là, puis c'est plus de 70% des vidéos qu'à l'intérieur de la vidéo, même dans les vidéos, disons, légales, il y a toujours une connotation à la violence, à l'agression, tu sais, pas toujours forte, mais il y a toujours une connotation dans 7 vidéos sur 10 pornographiques au total. Puis même l'inceste, hein, on le sait, hein, les mots-clés recherchés, on sait que bon, c'est des acteurs, c'est des actrices, là, mais je trouve toujours ça troublant, moi, de voir que les gens vont rechercher stepmother dans les tops ou stepsister dans les top recherches de Pornhub, comme si la majorité des utilisateurs cherchaient ça. Oui, il y a même une catégorie, je pense, families. C'est ça, c'est family, ça m'a troublé. Puis dans les hautes, là, comme tu dis, dans les tops, là, bref. Sans oublier Fortnite qui ressort toujours dans les tops aussi. Ce qui est un peu troublant, ça aussi. Après avoir terminé le tournage avec Jane dans l'après-midi, là, humiliée et épuisée, elle a été escortée de l'hôtel par Jonathan. En quittant, elle a vu la fille suivante arriver, l'actrice suivante. Elles sont passées l'une devant l'autre en se regardant dans les yeux. Elle aurait aimé lui dire de s'enfuir, mais c'était impossible. Elle est donc rentrée chez elle, seule, en ne sachant pas trop ce qui allait arriver à l'autre actrice qui venait d'arriver. Après le tournage, Jane est retournée à sa vie malgré qu'elle a été quand même assez traumatisée. Elle a repris les cours, les choses semblaient normales. Par honte, elle ne voulait pas se confier à ses amis ou même à sa famille sur ce qui lui est arrivé. Elle se disait qu'elle allait passer à autre chose, sauf qu'à la mi-janvier de l'année suivant la vidéo, tout bascule. Lors d'un événement sur le campus qu'elle avait aidé à organiser, Jane remarque qu'elle avait perdu de vue depuis quelque temps sa meilleure amie qui était aussi de l'organisation. Elle finit par la trouver assise avec une autre de leurs amies, toutes les deux les yeux rivés sur leur téléphone. Elles avaient des regards inquiets et se sont mises à pleurer en voyant Jane. Elles ont montré le téléphone. Elle était là, dans une vidéo produite par Girls Do Porn, sur ce lit, dans cette chambre. Et là, Jane s'est effondrée sur le sol, comme si une bombe avait explosé dans son cerveau. Parce qu'évidemment, elle s'était fait dire que ça se retrouverait jamais en ligne, ça. Donc, elle se rend compte qu'elle s'est faite mener en bateau, si on veut. Ses amis l'ont ramassée et l'ont amenée loin de la foule. Son téléphone était bombardé de notifications venant de partout et de courriels. Elle se rend compte alors qu'il faisait la promotion de chaque vidéo sur les réseaux sociaux. Ils envoyaient le lien de la vidéo à des gens trouvés parmi les amis Facebook de la victime. Donc, en mode sextorsion activé. Il suffisait qu'ils envoient le lien à la mauvaise personne et la vidéo devenait virale tout de suite. Incroyable. Le directeur de son école l'appelle inquiet. Et suite à cet événement, elle a renoncé à des postes de responsabilité dans la communauté et a suivi ses cours en restant très discrète.
Ses amis l'ont encouragée à affronter les commentaires et les regards. Au bout de quelques mois, sa honte profonde là, s'est transformée en autre chose. Elle a commencé à ressentir un fort désir de vengeance. Kill Bill vient exact. C'est tout en son honneur. Il faut beaucoup de courage et de résilience, honnêtement. Là. Ah, ça, c'est clair. Surtout quand tu es, effondré comme ça, sous le poids de la honte. Là. Puis c'est des jeunes. Là, elle était majeure, mais elle était quand même en début de vie. Oui, là, c'est des jeunes adultes. Qui est fragile. Là, ben oui. Elle s'est lancée alors là, à la recherche des hommes qui avaient abusé d'elle. Elle a essayé de contacter Jonathan, le fameux réalisateur, et le caméraman à plusieurs reprises. À un certain moment, le numéro de Jonathan est devenu hors service, mais le caméraman a fini par répondre après plusieurs tentatives. Elle lui a dit qu'ils avaient détruit sa vie. Il a dit qu'il ne pouvait pas en parler et il a raccroché tout de suite. Elle est alors partie en croisade, traquant toutes les copies de la vidéo mise en ligne et les signalant aux plateformes là, comme du porno non consensuel. Après avoir essayé pendant des mois de faire disparaître la vidéo par ses propres moyens, elle a fait appel à un service pour le faire à sa place et a déposé une demande de retrait en vertu du Digital Millennium Copyright Act. Vous savez, là, ce qui permet justement de faire retirer des vidéos qui la musique, qui enfreignent des droits d'auteur, de la musique et autres. Entre autres, là, Ce n'était pas suffisant, mais cela lui a donné une piste à suivre. La personne qui gérait ce service lui a dit qu'un nombre important de victimes de Girls Do Porn, la compagnie de production, avaient demandé leur aide et lui a conseillé de parler à Carrie Goldberg, une avocate spécialisée dans ce domaine. Goldberg travaillait sur une affaire basée sur le témoignage de plusieurs femmes qui avaient été forcées de tourner des films pornographiques pour Girls Do Porn. Jane a donc rejoint la poursuite en 2016. Ouais. Ça a dû lui faire du bien là, de trouver enfin des alliés, des gens qui pouvaient l'aider dans sa croisade. Là. Oui, puis de voir qu'elle n'était pas la seule non plus à vivre ça. Je suis sûr que ça doit enlever une certaine culpabilité parce que tu dois te sentir coupable. Tu sais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai... Ah, c'est sûr que tu te blâmes. Hein? Ben oui. Ces gens-là doivent se blâmer constamment. Tu sais, en tant que victime, j'aurais pas dû faire ça, j'ai été naïve et tout ça, alors qu'ils n'ont pas à se blâmer du tout. Mais non, c'est pas elle, le problème. Ben non, exactement. Pour en rajouter encore plus, les preuves présentées au tribunal montrent que les opérateurs de Girls Do Porn ont intentionnellement exposé des détails sur l'identité des victimes, ce que l'on appelle le doxing, en partie sur un site appelé Porn WikiLeaks, qu'eux-mêmes ont géré de novembre 2015 à juin 2016. Dégueulasse. Ah oui. Tu sais, ils sont dégueulasses, eux, là, de A à Z, là. C'est quand je ne savais pas qu'ils avaient créé des vrais criminels. Des vrais salauds. Là. Je savais pas qu'ils avaient créé ce genre de wiki-là. Là. Franchement. Là, ah ouais. C'est un manque de respect. C'est de la misogynie là, au top. Là. Ben oui. En tout cas. Le doxing, c'est une pratique, on en a souvent parlé à Distorsion. Souvent, on le voit chez les streamers Twitch. En fait, c'est des gens qui vont révéler, souvent, ils réussissent à le trouver via l'adresse IP, vont révéler l'adresse physique, l'adresse civique de gens afin de les exposer, de les mettre en danger. Ouais, on l'a vu dans plusieurs cas de streamers Twitch. On en a parlé dans le cas de Pop Smoke aussi. Exact, dans la mini-disto. Donc, lui, c'était un peu involontaire, son truc. Il s'est comme doxé lui-même. Ce site hébergeait, on parle de Porn WikiLeaks, là, ce site-là hébergeait les noms complets des victimes, leur adresse personnelle, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique et les comptes de réseaux sociaux des membres de leur famille. Donc ça allait loin, là. Heureusement, la vie a repris son chemin pour Jane et depuis qu'elle a obtenu son diplôme universitaire, elle gère des clients pour des sociétés financières et reçoit une reconnaissance nationale pour ses résultats. Mais le cauchemar est loin d'être conclu. Elle en subit encore les conséquences et le harcèlement n'est pas terminé. Souvent, ce ne sont pas les sites pornographiques qui causent les pires dommages, mais les plateformes grand public là, comme YouTube, Twitter et Reddit, où les gens justement partagent ces vidéos, discutent et peuvent même l'insulter. Oui. Comme vous allez voir, là, c'est pire encore que les plateformes porno. Sur Internet, les internautes l'identifient comme modèle de Girls Do Porn dans des vidéos YouTube et taguent les lieux pour lesquels elle travaille. Ça, là, avec des liens vers les vidéos sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, les vidéos qui révèlent les noms des modèles prolifèrent. Quelqu'un les a envoyées à son patron qui n'a pas pu la regarder en face par la suite. L'entreprise a été compréhensive et d'un grand soutien pour elle, mais sa vie au travail, imaginez, là, a complètement changé.
Aujourd'hui, elle a peur de recevoir quelconque reconnaissance ou même de se voir confier des projets qui attirent trop l'attention sur elle. Ouais. Elle veut vraiment rester discrète, être un fantôme, puis on la comprend, là, elle veut se faire oublier. Ben oui. La plateforme qui, selon elle, laisse passer les pires abus est Twitter. Chaque fois qu'il y a une tentative de doxing ou un pic de harcèlement, cela se répand rapidement sur Twitter, selon elle, où les internautes taguent encore une fois ses employeurs avec des captures d'écran d'elle nue ou des liens vers la vidéo encore disponible sur un site pornographique. Tu sais, le monde, à quoi ça leur sert de faire ça? Ça leur sert plus à rien de faire ça. À quoi ça sert? Tu sais, je veux dire, elle n'a pas d'ennemis. Ben non. Comment tu peux être si mal intentionné Ben oui. gratuitement là, derrière ton clavier? J'espère que ces gens-là, le karma, va les rattraper, honnêtement. C'est sûr. Je leur souhaite plein de choses. Elle est déjà restée assise pendant 2 jours à rechercher chaque mot-clé, à contacter Twitter, à essayer d'obtenir de l'aide, à faire des copier-coller, à rédiger des emails évoquant les décisions du juge. Donc, de devoir faire face à tout ce contenu horrible à chaque fois, à nouveau, c'est insupportable pour elle, là, parce que ça arrête jamais. Là. Elle ne peut jamais tourner la page, Non. même maintenant qu'elle a une nouvelle carrière. Non, ça n'a pas de bon sens. Là. Petite parenthèse, là, vous allez voir, en 2017, Rob Kardashian a publié une vidéo de revenge porn sur Twitter et la plateforme a été critiquée pour l'avoir laissée en ligne pendant 30 minutes. 4 mois plus tard, Twitter a publié de nouvelles directives en fait pour tenter d'empêcher là, la propagation du revenge porn. Mais pour Jane, la procédure de plainte a abouti au retrait de la vidéo après plus de 7 jours, période pendant laquelle elle est devenue encore plus virale et hors de contrôle. En fait, c'est le parallèle pour vous dire, il y a une vidéo qui a été laissée 30 minutes, mais l'autre, elle, sa vidéo, elle est restée là plus de 7 jours. Donc, imaginez l'ampleur de la copie et de la viralité. Là. Donc, c'est... Tu sais, je comprends que les plateformes, c'est pas évident pour elles. On en revient souvent à ça, la modération du contenu. Ouais. Il y a ça aussi, là, mais il va vraiment falloir qu'il y ait un laxisme qui soit... Il faut qu'ils mettent plus d'argent dans cette modération-là. YouTube a également ignoré les plaintes de Jane et de l'équipe juridique qui l'aide. La pornographie n'est pas autorisée évidemment sur YouTube et la violence et l'intimidation sont théoriquement pas tolérées, mais on peut trouver sur la plateforme, entre autres justement, des extraits des vidéos de Girls Do Porn qui sont safe for work. Là. Généralement, des interviews avec les femmes avant les scènes alors qu'elles sont encore habillées et assises sur le lit. Bien qu'il n'y ait pas de nudité ou de sexe, les femmes dans les vidéos sont souvent taguées dans les commentaires et dans le titre, et dans certaines vidéos, des photos personnelles prises sur les réseaux sociaux sont ajoutées. Une vidéo aux accents profondément misogynes qui alterne entre des séquences de jeux vidéo et des captures d'écran de 4 femmes différentes filmées par Girls Do Porn a été vue à plus de 2 millions de fois, puis le nom complet de toutes les femmes est indiqué dans les commentaires. La classe, encore une Ça fois. n'a pas de bon sens. Là. C'est comme si c'était un gros lexique qui suit tout le temps. Dans une vidéo YouTube, quelqu'un a mis le nom de Jane dans le titre, puis a monté une série de captures d'écran de son historique professionnel sur LinkedIn, en ajoutant son adresse électronique et des instructions pour trouver d'autres extraits de la sextape originale sur Google. La vidéo est restée sur YouTube pendant 5 mois. Ouh. Jane a essayé de la faire retirer, mais YouTube n'a pas agi avant que Motherboard, qui est la section techno là, de Vice, ne la signale pour doxing. Et maintenant, elle a maintenant été retirée pour avoir violé la politique de YouTube, mais si Vice n'avait pas fait de plainte, puis même il a fallu qu'il demande une entrevue pour qu'il agisse, parce que même la première plainte, il ne l'avait pas faite. Puis là, ils ont comme, peux-tu parler à un représentant? Puis là, les Finalement, vidéos, tiens. C'est pour ça que je te dis que on dirait que je comprends une certaine partie qui ont que c'est dur de faire la modération, mais on dirait que d'un autre côté, ils sont pas très agiles quand c'est le temps d'agir. Pas très réactif. Exact. Charles DeBarber, qui est un analyste chez Phoenix Advocate et consultant, et aussi un spécialiste de la suppression des contenus pornographiques non consensuels en ligne, explique lui que YouTube c'est la plateforme la moins réactive à laquelle il n'a jamais eu affaire de sa carrière. Lorsqu'il a essayé d'aider Jane à faire retirer cette vidéo, la plateforme a ignoré ses demandes à lui aussi. C'était comme crier dans le vide, selon ses dires. C'est l'une des humiliations les plus dégradantes pour une victime de crimes sexuels qu'il n'ait jamais vues. L'employeur de Jane a même été ciblé après ça. YouTube ne respecte même pas ses propres conditions de service.
Selon le rapport de transparence de YouTube, là, il faut savoir qu'au cours des derniers mois de 2020, la plateforme a supprimé 65 000 chaînes, 77 000 vidéos et 136 millions de commentaires pour cyberharcèlement, dont la plupart ont été identifiés par un signalement automatisé. Jane a depuis changé d'emploi, mais a peur que le cauchemar ne la rattrape aussi. Oui, son short staff YouTube, hein, ils ont vraiment besoin de main d'œuvre pour plein de niveaux, là, il y a plein de de trucs qui tombent dans les cracks là, sur cette plateforme là aussi. Puis c'est fou, là, j'ose pas croire le nombre de chaînes et de vidéos et de commentaires qu'ils doivent retirer. Ça les excuse pas du tout. Non. Mais il y a vraiment un problème entre le nombre de personnes qui gèrent cette plateforme-là et le contenu qui est publié de toutes parts. Ah oui, c'est clair. Puis maintenant, ils font des vrais profits, là, puis pas quelques dollars. Ça a été long avant qu'ils le fassent, mais là, maintenant... Pourrait, là, oui. plus. Là. En décembre 2020, d'autres femmes victimes de Girls Do Porn ont également déposé une plainte contre MindGeek. Ceux qui possèdent Pornhub, là, pour vous le rappeler, elle l'accuse d'avoir sciemment profité des vidéos de Girls Do Porn sur Pornhub et de ne pas les avoir modérées comme il le fallait. Avec ces autres femmes, c'est ainsi face à 50 plaignantes que tout Girls Do Porn et MindGeek se sont retrouvés. Ils ont finalement trouvé un accord financier. Jusqu'à présent, les termes de leur arrangement sont toutefois restés secrets. Mais de ce que j'ai lu, c'est plusieurs millions de dollars. C'est bien correct, ça ne réparera pas ce qu'elles ont vécu, mais au moins, il y a eu une forme de compensation pour ces femmes-là. Puis c'est pas fini, là, il y a plein de poursuites autres. Là. Mais c'est surtout qu'eux ont fait du cash, qui est pas mal. C'est ça qui est dérangeant. Là. Grâce à ces victimes-là. Ben oui, exact. C'est sûr que c'est pas... Je pense pas que c'est pas la majorité de leurs revenus, là, on s'entend. Là, je pense que ça doit rester, j'ose croire, une minorité de personnes qui regardent ces vidéos-là. Mais reste que quand tu cumules des centaines de milliers de vues, de plein de vidéos, même si c'est pas anecdotique, c'est quand même beaucoup de monde, mais reste que... Mais c'est ça, faut qu'ils payent pour ça. Il y a une autre plainte qui a été Cet été, il y a une plainte qui a été déposée en Californie par 34 autres femmes contre MindGeek. Ça a été déposé en juin. Eux, justement, ils accusent aussi Pornhub et sa maison mère d'avoir sciemment mis en ligne des vidéos où elles sont victimes de viols ou de d'autres abus sexuels, entre autres lorsqu'elles étaient mineures. Elles reprochent tous à Pornhub d'avoir tiré profit des vidéos ayant été mises en ligne à leur insu et donc sans leur consentement. Puis souvent, c'est ça, c'est soit par leurs petits amis, si on peut appeler ça des petits amis, ou des agresseurs, et elles veulent des dommages et intérêts. La seule qui est publique, c'est Serena, celle qu'on vous a parlé en début d'épisode. C'est un peu le visage de tout cette histoire-là, ce phénomène-là. Elle a osé se montrer au grand jour, utiliser sa véritable identité. C'est beaucoup de courage. Oui, puis selon moi, elle n'a tellement plus rien à perdre. Quand tu habites dans ta voiture, tu n'as plus rien à perdre. Là, je sais qu'il y a eu un GoFundMe qui a été fait pour elle et tout ça, là, pour l'aider. Là. Mais reste que c'est ça. Ah oui. Il faut aussi savoir que le gouvernement canadien a déposé un projet de loi au début de 2021 pour obliger les plateformes en ligne à retirer tout contenu illégal, mais on le sait, là, le temps qu'une loi passe... L'exécuter. C'est ça prend du temps. Mais au moins, il y a vraiment, il y a des vraies actions là, qui sont en cours au niveau légal pour essayer de cadrer ça un peu, mais moi, je suis un peu découragé. Là. J'ai l'impression que malgré des mécanismes, des lois et tout ça, on s'en sortira pas tant que ça, puis il va y avoir encore plein de victimes de ce type de chantage-là. Ah, tout à fait. Ça nous ramène un peu sur l'enjeu de la modération là, du contenu, en fait, là, où tout passe par là, sur ces plateformes-là, incluant les plateformes non pornographiques. Là. Il est important de savoir que le problème se trouve aussi d'une certaine façon sur Google, évidemment, parce que ces plateformes-là sont référencées sur Google. Ben oui. Il renvoie, par exemple, 883 000 résultats de vidéos sur une recherche avec les mots « young porn ».
Donc, le National Center for Missing and Exploited Children a compilé le nombre d'images, de vidéos et d'autres contenus liés à l'exploitation sexuelle d'enfants qui lui sont signalés chaque année. Et en 2015, cet organisme a reçu des signalements sur 6,5 millions de vidéos ou autres fichiers de contenu. Là. C'est vraiment beaucoup. Là. En 2017, 20,6 millions et en 2019, 69,2 millions. Donc, c'est exponentiel, ce problème-là. Là. J'ose même pas imaginer, avec la pandémie, où ce que les gens étaient encore plus devant leur ordinateur, les comportements numériques ont augmenté. C'est fou, là, parce que même en 2017, on n'a pas 2018, mais entre 2017 et 2019, ça a pratiquement triplé. Donc, même plus presque quadruplé. Donc, selon moi, en 2020-2021, on doit être 80, ça doit être débile, là. C'est ce chiffre-là de contenu qui a été dénoncé. Ben oui. En 2020, Facebook, là, de son côté, a retiré en 3 mois de son site 12,4 millions d'images liées à l'exploitation d'enfants, quand même, là, sur Facebook. Oui, là. c'est ça. En comparaison, Twitter a fermé en 6 mois 264 000 comptes l'année dernière là, pour exploitation sexuelle d'enfants. Donc, il y en a quand même moins, mais bon, je sais que Twitter est moins populaire, mais il y en a quand même beaucoup. C'est beaucoup. L'Internet Watch Foundation, une organisation à but non lucratif basée en Angleterre qui lutte contre les images d'agression sexuelle d'enfants, n'a signalé que 118 cas d'images d'agression sexuelle sur Pornhub en près de 3 ans. Et là, c'est pas beaucoup, là. Un chiffre apparemment négligeable. On peut donc constater que l'élimination des contenus illégaux est une bataille permanente pour toutes les plateformes de contenu modernes. Facebook a annoncé récemment qu'il avait mis au point un outil pour tenter d'éviter le revenge porn. Ouais. Et là, à ce jour, il n'y a encore aucun dirigeant de Pornhub qui a été mis en accusation officiellement. Mais est-ce qu'il y a des suites à ça? Est-ce qu'on est en attente de quelque chose? Oui, il y a le procès américain, il y a des poursuites au civil, il y a différentes poursuites au civil là-dessus. Ils ont été entendus devant la commission parlementaire au Canada, aux États-Unis, mais c'était juste du témoignage. Mm-hmm. Même Serena, elle a témoigné, puis ils sont même pas capables de s'excuser. C'est une forme d'excuse, mais elle n'est pas sincère, elle n'est pas directement dite. Ils s'en lavent beaucoup les mains. Je comprends qu'ils ne sont pas responsables de son cas à elle, mais c'est que ça s'est fait tellement pendant de longues années sans qu'ils fassent rien. Oui. C'est sûr qu'il est au courant. C'est certain. Là, ils ont des gens à l'interne là, qui analysent le data, les insights, là, ils le voient. C'est clair. Ils le voient. Là. Il y en a des modérateurs, il y en a toujours eu. Là. Puis même, je lisais dans un article là, que l'évaluation de l'âge, là, c'est le modérateur qui décide. C'est selon le bon vouloir du modérateur. Ben oui. Puis on sait détecter l'âge, même avec l'intelligence artificielle, il y a un certain niveau qu'on peut détecter, mais ça reste difficile entre une fille de 16 ans et une fille de 18 ans. Là. Fait que c'est, bref, tout ça pour dire qu'actuellement, comme je te disais, tout le monde s'en lave les mains. C'est sûr que il va avoir des conséquences aux poursuites, mais actuellement, il n'y a rien. Juste pour vous dire que, peut-être ceux qui l'ignorent, ceux qui habitent en dehors de Montréal, mais le CEO de MindGeek s'était fait construire un gros manoir dans un quartier de Montréal. Déjà, la construction de son gros manoir avait fait scandale parce qu'il avait fait abattre plein d'arbres quelques années auparavant. Des centaines. Oui, c'est ça, avant de commencer la construction. Puis sachez que l'année dernière ou cette année, je me souviens plus exactement quand, mais il n'y a pas si longtemps, le manoir qui était encore en construction a été victime d'un incendie criminel et il a brûlé au complet. Il n'y a plus rien, il y avait plusieurs foyers, puis les gens dans l'entourage disaient qu'ils n'étaient pas surpris que ça arrive. Est-ce que c'est une ancienne victime qui a voulu se venger? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui n'aimait pas sa présence dans le voisinage? Ou c'est ça, il y a eu une enquête criminelle, mais on n'a pas eu de détails là-dessus. Mais disons que c'est ça. Cette compagnie-là a fait travailler beaucoup de monde à Montréal, à MindGeek. Hein, c'est clair. C'est au moins, je pense que c'est 700, au moins à Montréal même, là, c'est au moins 700 à 800 employés, si c'est pas plus.
Puis tu sais, c'est des bonnes jobs dans le sens Mais il y a beaucoup de programmeurs web Oui, qui ben, sont passés par ces compagnies-là. Il n'y a pas exact. juste MindGeek, il y en a d'autres. Il y en a une à Québec aussi. Oui, exact. Oui. Puis même des monteurs vidéo et autres, là, il y en a beaucoup qui sont passés là-dedans en début de carrière. Oui, là. exact. Oui. Mais apparemment que c'est quand même assez difficile parfois là, d'être exposé à ce contenu-là là, sur le long terme. Tu dois une forme de désensibilisation, j'imagine. Mais ouais, ça doit être un peu particulier, évidemment. Bon, mais à suivre, à un moment donné, quand il y aura des développements, on vous en reparlera, évidemment. Là, c'est un dossier qu'on suit de près. Là, Ben oui. tout ça. Donc, j'espère que ça vous a plu, puis quand même aussi peut-être conscientiser pour ceux peut-être que des fois ont tendance à partager du contenu intime d'eux-mêmes avec des gens qui aiment, de peut-être faire plus attention à ça. De savoir qu'on est malheureusement pas à l'abri d'un connard ou d'une personne mal intentionnée. On dirait que c'est ça ma conclusion. C'est que même si, tu sais, la femme, là, Rachel, qui s'est faite filmer pendant qu'elle dormait, là, je veux dire, tu sais, par son mari. Puis elle l'a su 2 ans plus tard. Moi, on dirait que c'est là que je me suis dit qu'il y a comme rien à faire. Tu peux pas, malgré toutes les règles, tout ça, tu peux pas empêcher un humain d'être une mauvaise personne. C'est clair. Il faut comme pas tomber là-dessus. Puis c'est des malheureux hasards, si on peut appeler ça comme ça, de la vie. Bref. Ah, tout à fait. Mais j'espère que vous avez apprécié Les Distordus, un épisode un petit peu différent dans le format. Donc, c'est une problématique qu'on voulait aborder là, depuis au moins l'an dernier, quand tout ça est survenu, quand toute cette histoire-là est survenue. C'est peut-être moins narratif que certaines autres de nos histoires, parce qu'on voulait englober plusieurs histoires, mais vous exposer un peu là, ce côté sombre de cette industrie-là. Et on risque de le faire aussi, d'exposer le côté sombre de d'autres industries, puis peut-être même d'un jour d'y revenir, parce que je pense pas que ça va se terminer aujourd'hui avec cette poursuite-là. Donc, en fait, on vous remercie de votre écoute, chère audience. Et si vous voulez nous dire ce que vous en pensez, on est très intéressés à en savoir plus. Si vous avez une expérience de ce côté-là. Si vous voulez partager les choses que vous avez vécues, vous pouvez le faire. Vous savez où nous trouver. On est sur Instagram, Distorsion Podcast, sur Facebook aussi. On a un groupe privé de discussion sur Facebook où c'est très cool de rejoindre une discussion sur différents sujets dont on traite dans le podcast. Et au-delà, on est sur Twitter aussi, Distorsion Pod. On est facile à trouver sur Patreon aussi, vous le savez, patreon.com/Distorsion Podcast. Et pour terminer, eh bien, on n'a pas le choix de remercier nos membres Patreon, sans qui on ne pourrait pas faire ce show, mon cher Seb. Oh non, et je commence. Un gros shout-out à Samuel P., Delphine B., Céline WB, Amélie B. et Anaïs F. Merci à vous. Beaucoup de B, mais je remercie aussi Sarah R, Mélissa VM, Julie B, un certain ou une certaine Schmod777 et shout-out à toi Stéphanie. Et je continue avec Jaylay, Magali, Tika, Sébastien G et Myriam B. High five. Un gros câlin à Sonia C, à Kazi Bot, à Alex B, Ophélie L et Kotoff. Et je continue avec le mystérieux Crabwork, Marie-Lune B, Jou Y, Aiko et Gabriel HS. On ne pourrait pas faire ce show sans la contribution de Christopher B, Gabriel D, Charlotte F, Mélissa B et shout-out à Viviane. Merci à vous tous de votre soutien. Pour nos chers membres Patreon, on se revoit dans l'after show où on va discuter du contrôle de la porno sur le web, un sujet très intéressant. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous aujourd'hui? Si vous souhaitez consulter de la porno le plus équitable possible, retournez vers vos vieilles cassettes VHS ou encore vos vieux magazines Playboy. Oh yes!